Alors rappelons-le, les roches magmatiques sont composées des roches plutoniques formées en profondeur et des roches volcaniques émises à la surface de la Terre. La texture, et notamment la taille des cristaux, est évidemment un élément important pour classer les roches magmatiques. Des termes des fois très compliqués sont employés. On parlera de texture pegmatitique, porphyroïde, grenue, microgrenue, qui sont des caractéristiques des roches plutoniques. Pour les roches volcaniques, on parlera de texture aplitique, microlithique et vitreuse. En ce qui nous concerne, nous avons choisi de simplifier considérablement les choses et nous avons retenu une texture cristallisée, quelle que soit la taille des minéraux, et une texture dite de matrice, où les minéraux ne sont pas visibles à l'œil nu. Nous avons aussi considéré que la texture vitreuse pouvait être facilement identifiée. Attention, dans le cas de la texture de type matrice, il peut y avoir des cristaux isolés. Et d'ailleurs, on s'intéressera particulièrement à ces cristaux pour pouvoir identifier la roche. Ce schéma présente les principales roches magmatiques, les équivalents plutoniques et volcaniques en fonction de la composition minéralogique. C'est effectivement le critère minéralogique qui permet de différencier entre elles ces différentes roches. En ce qui nous concerne, l'absence d'observation microscopique ne permettra pas d'aller très loin dans l'identification des roches magmatiques, et notamment dans le cas des roches volcaniques où la plupart des minéraux ne sont pas observables à l'œil nu. C'est pour cette raison que nous avons considérablement simplifié les choses et retenu seul le granit et le basalte, qui sont des roches majoritairement représentées à la surface de la Terre. Il convient de faire quand même une remarque pour affiner un petit peu le diagnostic, en disant qu'il ne peut y avoir la présence conjointe dans une roche du quartz, qui est un indice de sursaturation en silice, et d'olivine, qui est au contraire un indice de sous-saturation en silice. La présence de ces minéraux dans la roche observée sera donc un critère extrêmement important. Pour présenter cette roche, nous nous sommes très largement éloignés du Gardon. Il n'y a pas de basalte dans le Gard. Nous sommes montés en Ardèche. Nous sommes à l'extrémité méridionale du massif des Coirons. Nous sommes ici au pied d'une coulée basaltique. Le basalte est une roche magmatique volcanique. Nous voyons ici ces magnifiques figures de refroidissement que sont les prismes basaltiques. Le basalte est une roche très dure. On peut le tester là. Très homogène, très isotrope. Lorsqu'on la casse, on observe uniquement une pâte, une matrice. Pour voir quelques petits cristaux, il faudrait un microscope. Cette caractéristique de texture, de forte densité, d'absence de porosité font que cette roche est très recherchée pour la fabrication des bétons, pour les routes, pour les ballasts TGV par exemple. Attention, tous les basaltes ne présentent pas forcément la présence d'olivine ou de porosité sphérique. Nous sommes ici toujours au bord du Gardon, à proximité de Saint-Jean-du-Gard et non loin du mont Lozère. Nous allons parler des roches magmatiques plutoniques, le granit du mont Lozère. Une roche magmatique est issue d'un magma. Et pour les roches magmatiques plutoniques, ce magma a cristallisé, s'est refroidi en grande profondeur. Pour arriver à l'affleurement, il faut admettre que des millions, des dizaines de millions d'années sont passées pour éroder la montagne et enfin arriver à pouvoir toucher ce granit. Alors qu'est-ce qui caractérise une roche magmatique plutonique comme le granit? C'est d'abord une absence de porosité. C'est une
cristallisation complète avec des cristaux de nature différente. Un autre critère important qui est matérialisé par la présence de ces feldspaths qui ont une forme rectangulaire, c'est l'absence d'orientation de ces minéraux. Tous ces critères vont nous permettre de conclure à l'appartenance de cette roche à la famille des roches magmatiques plutoniques.